Bonjour à tous, pour Coworking Channel, nous avons la chance de découvrir un lieu juste incroyable. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, il faut que tu racontes un petit peu justement ce lieu, puisque c'est un lieu, on est au village de Grillon, c'est une enclave, il y a une histoire, c'est une sorte de 4 papes, et ça serait bien de savoir un peu comment s'est organisé justement cet espace. Alors en fait, Delta Lab est une association loi 1901 d'intérêt général qui a pour vocation de créer un lieu de type Fab Lab, qui est un espace convivial avec un parc de machines qui permet aux gens qui le souhaitent de créer, d'innover, d'inventer sur les sujets qu'ils souhaitent. À l'origine, Delta Lab était à Valréas. Finalement, on a déménagé ici grâce à un monsieur du village qui a été un ancien maire de Grillon, qui s'appelle Pierre Volant, qui malheureusement n'est plus là. D'accord. Qui est un monsieur assez extraordinaire, qui a même été résistant. Bon, bref. Mais si, non, mais c'est important parce qu'on va parler quand même du lieu. Donc ce lieu a quand même une histoire. Nous sommes arrivés à la Maison Milon depuis déjà 3 ans. Nous avons d'abord eu la gestion du rez-de-chaussée et du -1 où il y a un auditorium de 100 places. Et puis petit à petit, la bibliothèque a déménagé. Il y avait 2 entreprises aussi qui ont déménagé. Maintenant, nous avons l'entièreté du bâtiment pour faire vivre ce lieu qui doit être un lieu de rassemblement pour des associations, pour des événements et pour tout un tas d'actions qui vont être mis en place. Ici. Alors, justement, revenons un petit peu à l'origine. Donc, tu fais partie des fondateurs. Donc, vous êtes plusieurs et on peut aussi l'annoncer. Donc, il y a aussi ton père qui est à la tête aussi de ce projet. Mon père en est le président. Voilà, d'accord. J'ai des activités dans le conseil sur la transformation digitale à Paris. Et je ne peux pas être tout le temps sur place. Et du coup, mon père a pris la casquette du président de cet espace. D'accord. Alors, j'aimerais bien un peu mieux connaître effectivement ton profil, puisque tu es à la tête d'un cabinet dans la transformation numérique. Et il faut le dire, là, on est vraiment dans une zone un peu cachée, mais on est dans un lieu. Alors là, tout à l'heure, on a entendu effectivement la cloche sonner. Il faut qu'on explique aussi ce lieu. Parce que du coup, le bâtiment, à quel âge ? Le bâtiment, il doit être du 12-13e siècle. C'est un ancien morceau d'un village fortifié qui s'appelle le Vial. C'est important de le dire, tout à fait. Grillonnais. Ben oui. Ce Vial, en fait, à partir du 19e siècle, a commencé à dépérir et les bâtiments, petit à petit, tombaient en ruine. Le lieu a été réhabilité pour en faire un lieu où il y a une partie qui a été restaurée par Pergusson pour avoir quelques appartements HLM dans un petit village. C'est quand même assez remarquable. C'est très remarquable, c'est vraiment important. Autre chose d'assez extraordinaire, c'est que certaines maisons ont été revendues à des personnes qui avaient suffisamment de moyens pour les restaurer. Et du coup, il y a ce côté assez extraordinaire, c'est que dans le Vial de Grillon, il y a en même temps des gens qui sont dans des loyers modérés et en même temps des gens qui ont un certain capital, une certaine situation, parce que juste à côté, il y a des gens qui ont refait complètement les maisons et il y a des piscines et c'est très très belle maison. Et ça prouve que ça se passe plutôt bien. Ah, ça se passe très bien. C'est ça qui est quand même assez sympathique, parce que finalement ce grand architecte était assez visionnaire de son époque. Et on se rend compte. C'est un architecte reconnu. Oui, c'était un ami de Le Corbusier. Donc un grand homme. Tout à fait. Voilà, un homme qui construit des ponts.
D'une certaine manière, enfin quand je parle en tout cas des familles, en tout cas, c'est peut-être qu'il en a fait. Peut-être qu'il en a fait. Il faudrait peut-être faire une petite recherche. Un très très grand architecte et puis une ouverture sur la société finalement, parce que c'est ce que tu dis par rapport aux différentes. On va continuer à remonter le temps. Donc après, ce bâtiment n'a pas été fait par Ferguson, il a été fait par un autre architecte qui a quand même une touche de folie et de génie en même temps, d'avoir réuni 3 maisons qui sont en fait, on voit bien, c'était une ancienne cour intérieure avec une partie de toile, c'est une cour intérieure, et en fait vous voyez il y a 3 maisons qui sont en décalage les unes des autres. Et ce lieu a été fait par un architecte qui s'appelle Monsieur de Saint-Olive. Saint-Olive. Pour l'Institut du polymère. Oui, j'en ai entendu parler, il y avait un institut du polymère. Il y a eu un institut du polymère international à Grillon qui est resté quelques années sous l'initiative de Gerland. Aujourd'hui, ce qu'on connaît de Gerland, c'est le groupe Gerflin. Oui, un grand groupe. Voilà. En fait, vous êtes en train de me dire que finalement, sont passées quand même de grandes personnalités, en fait. Hein, tout à fait. Dans ce village qui, pour nous, effectivement, parce qu'il faut le dire, nous, on était en interview sur la région, on a décidé un petit peu par hasard, d'une certaine manière, de s'arrêter à Grillon. Et on a été très heureux, vous en doutez, on a la chaîne Coworking Channel, quand on a découvert cet espace, on s'est dit que c'est juste incroyable. Et on voit bien qu'en fait, ce bâtiment a été réhabilité, il a gardé sa mémoire d'histoire avec justement ce Fab Lab, ce campus connecté où on a en fait l'ancien qui va vers l'avenir avec cette innovation en fait, de ce campus. La Maison Milon, dans son histoire, c'est toujours ça, c'est le mélange de l'ancien et du moderne. L'escalier d'ailleurs est un ciment chargé en polymère, c'est pour ça qu'il est si peu épais. C'est un ciment particulier qui est fortement chargé en plastique. Parlons du Fab Lab. On a la gestion complète qu'a bien voulu nous concéder la mairie, la gestion complète avec un bail sur la totalité du bâtiment où l'association a comme obligation de remettre petit à petit le bâtiment entièrement en état et de le laisser ouvert aux autres associations qui souhaitent en avoir la licence. Bien sûr. Alors là, c'est vraiment la partie qui m'intéresse énormément. Alors nous, on a eu la chance de visiter quelques tiers-lieux. La définition est difficile. Chacun sa définition. Comment vous définissez votre espace, sachant que pour nous, en tout cas, c'est vraiment une découverte assez exceptionnelle, puisque pour moi, c'est le premier tiers-lieu qui est quand même dans un lieu majestueux. On a l'impression de rentrer dans l'histoire, on est un peu dans une forme de musée, et en même temps, on découvre qu'on est vraiment dans une innovation juste incroyable. Et puis, on a eu la chance, tout à l'heure, on va pouvoir le découvrir, de savoir qu'en plus, c'est un bâtiment qui est fibré et qui bénéficie vraiment de haute technologie. Donc, j'aimerais bien connaître un petit peu ta vision, en tout cas, de qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre dans cet espace et mettre à disposition toute cette haute technologie. En fait, quand on parle, c'est vraiment une partie de mon métier. Mais oui, quand on parle de transformation digitale, il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait un transfert technologique auprès de la population, auprès des entreprises, et que si on n'accompagne pas ce mouvement, finalement, on laisse un peu tout le monde sur le bord de la route, et derrière, si des régions entières sont en train de sombrer petit à petit, c'est pas pour rien, c'est que finalement, cette prise de temps pour faire cette bascule technologique et permettre à ce que des gens qui sont agriculteurs connaissent aussi un peu les objets connectés pour les aider dans leur vie de tous les jours, et finalement, on se retrouve dans un système où d'autres pays qui l'auront fait, socio-technologiques, vont se retrouver d'une certaine manière favorisés par rapport à nous qui n'auront pas fait et qui n'auront pas accompagné. Donc il y a une vraie prise de conscience. Au-delà même de ça, si on ne le fait pas, on va se retrouver avec des solutions toutes faites par les GAFA notamment, qui vont faire que petit à petit on va se faire déposséder de nos datas, de nos données, de notre compréhension de notre écosystème, et finalement on donne
notre connaissance, notre savoir, l'information de la qualité de nos récoltes, tout ça, à des entreprises étrangères sur lesquelles nous n'avons aucun droit de regard, avec tout ce que ça génère. De risques de guerre économique, de problèmes à moyen long terme, de piratage, de solutions, d'objets connectés, tout ça. Bien sûr. Donc, mieux on en a la maîtrise, et mieux on est capable de développer ces compétences. Et en plus, ce qu'on a un peu comme particularité à Delta Lab, c'est qu'on essaye vraiment qu'il y ait une transition qui se fasse auprès des plus jeunes, parce que on a déployé des antennes LoRaWAN, qui est un réseau. Ça c'est incroyable aussi, oui. Il faut en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut l'expliquer. Alors, le réseau LoRaWAN, c'est un réseau pour objets connectés peu verbeux qui sert en fait à connecter des petits objets qui vont coûter une dizaine d'euros. Et ce réseau, quand vous êtes un opérateur, vous pouvez le mettre de manière payante. Bien sûr, bien sûr. Et quand vous êtes une association et que le PACA vous a financé pour acheter les antennes, on peut les installer gratuites et permettre à qui veut s'en servir puisse, puisque ces objets connectés, en fait, le réseau est complètement gratuit dans l'enclave des papes. Qui veut s'en servir peut. Alors, ils n'ont rien à payer. C'est complètement gratuit. Oui. Et c'est une forme, c'est une forme de délégation de service public, parce qu'on permet d'amener des objets connectés à des gens qui n'en ont pas forcément, au premier abord, un usage et qui vont petit à petit l'acquérir, parce que on fait toute la chaîne, qui est une chaîne vertueuse, de mettre les antennes, leur apprendre à s'en servir, apprendre aux enfants aussi à s'en servir, les sensibiliser sur ce que c'est que la data et pourquoi il ne faut pas qu'elle soit partout, à l'extérieur. Partout, et que ce qu'on partage, il faut avoir la compréhension de ce qu'on partage et pourquoi on le partage, et du risque qu'on a à le partager, et tout ça et tout ça. On a un média qui s'appelle Coworking Channel, donc on est un média collaboratif, donc en fait il y a un réel devoir de citoyens collaboratif dans le partage, en fait. Vous donnez, avec notamment, bien sûr, ces antennes, une manière de pouvoir... En plus, c'est intergénérationnel, puisqu'effectivement, vous leur donnez la possibilité de mieux maîtriser la technologie à moindre coût, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi le Fab Lab, c'est de pouvoir réunir les forces afin de réduire les coûts, et puis d'utiliser un petit peu la haute technologie. Et puis, vous parlez de cette jeunesse où vous voulez leur donner l'autonomie et les rendre responsables sur le contenu, en fait, puisqu'aujourd'hui, les datas sont quand même l'or noir. Et donc, vous la mettez à disposition dans les mains de nos enfants qui auront la capacité, finalement, de pouvoir maîtriser leur data. Oui. C'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. En fait, ça permet d'ouvrir une porte dans la tête des gens qui viennent, en disant que le champ des possibles est exponentiel. Ce sont tous des inventeurs. Voilà, potentiellement. Ils peuvent arriver, se dire que, par exemple, une petite fille du collège peut bricoler un truc, un petit objet connecté, qu'elle va donner à son papy en disant « Papy, je t'ai fabriqué un machin qui va te dire pendant l'hiver, au lieu que tu te lèves à 4h du mat pour aller voir si les bêtes ont froid ou ont soif, ou je sais pas trop quoi, qui va t'alerter quand il n'y a plus d'eau, qui va te dire la température qu'il fait, qui va te faire un graphe des températures c'est incroyable. De l'état, bien sûr, et ainsi de suite. Donc en fait, on est dans cet espace. Il y a un partage. La petite fille ou le petit garçon qui va amener une solution technologique qui est normalement vendue par des sociétés et très chère, alors que nous, on va permettre d'amener cette culture de l'objet connecté, du prototypage, de l'impression 3D. Et derrière, dès l'instant où on a ouvert cette porte dans la tête des enfants, plus tard, ils seront capables par eux-mêmes de se dire, il faut... je vais utiliser telle solution plutôt que d'aller acheter un bidule qui va me coûter une fortune. Bien sûr. Il faudra que je paye un abonnement et tout ça. Et c'est très important ce que vous dites, parce que, premièrement, on est en pleine crise
sanitaire exceptionnelle, en guerre sanitaire, donc on a vu les difficultés, même sur les zones territoriales, mais ce qui est réellement important, c'est qu'effectivement, maîtriser sa data, c'est quand même essentiel, et aller payer sa data pour récupérer son histoire, c'est juste impossible en fait. Donc je trouve ça... Vous avez un exemple? Allez, on y va, on ose, c'est Coworking Channel, allez-y. Aux États-Unis, les fabricants de moissonneuses-batteuses ont bardé leur machine de capteurs, et tout ça pour que la data de qu'est-ce qui a été récolté, qu'est-ce qui a été récolté, comment les grains sont, est-ce que tout ça, soit récupéré par la maison mère pour être ensuite revendu à la bourse. Donc, et là, on a l'exemple pur et simple de la gravité de l'intelligence économique. On vous vole une partie de votre invention, en fait. Oui, votre savoir, ton savoir-faire. D'une certaine manière, on prévient déjà la bourse de à quel point votre récolte sera bonne ou pas. Et ça, vous multipliez ça par le nombre de moissonneuses-batteuses sur un pays entier, et bien instantanément, on sait, la bourse, on sait en temps réel à quel point elle va pouvoir jouer sur votre exploitation et à quel point elle peut vous mettre en danger ou pas pour essayer de faire de l'argent et du bénéfice sur votre culture. Ce qui est encore là quelque chose d'hallucinant. D'assez grave, parce que ça remet en question peut-être l'exploitation de l'agriculteur. Ça remet tout. Ça remet l'entrepreneuriat en cause, ça remet le droit à avoir sa propre data, ça remet, ça privatise une partie du travail fait par autrui. Enfin, bien sûr, bien sûr. Et en plus de ça, ça permet de faire de l'argent sur des capitaux et un business qui ne vous appartiennent même pas, ce qui est encore... plus grave. Vraiment, bon bref. Non, mais je trouve que c'est... Des fois, un petit exemple... Non, exactement. Je trouve que cet exemple est très fort parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance en France quand même d'avoir une jeunesse très bien formée, quand même, avec beaucoup de connaissances. Et c'est quand même dommage que les données, ces données puissent aller dans les mains de personnes qui n'ont pas été à l'origine, parce que ça c'est comme un brevet en fait, on invente un produit, il y a une récolte et cette récolte, les données de la récolte vont monter peut-être dans un autre pays pour vous donner une valeur et qui n'est pas réellement la valeur humaine en fait, donc la valeur d'un chiffre. Exactement. Donc c'est... Pour pouvoir boursicoter sur le... Et quand on voit la souffrance de nos paysans, parce que et là, ça ne va pas. Quand on met toutes ces chaînes en action et quand on voit tous les effets pervers que peuvent avoir une transformation digitale qui est subie et qui n'est pas accompagnée, c'est assez dramatique. Alors, justement, je trouve que votre dernière phrase est intéressante. Donc, du coup, Olivier, vous êtes pour effectivement une transformation accompagnée, que subie, parce que c'est dangereux à la fois pour nos entrepreneurs, nos paysans, nos artisans, et c'est aussi dangereux pour la France. Donc il faut être accompagné pour pouvoir protéger ces données d'une certaine manière. On pourrait même dire c'est dans le monde. Oui, dans le monde, bien sûr, mondial. Avec des très très grosses entreprises qui ont la faculté de savoir comment vous vivez, plus que nous on sait, où est-ce que vous travaillez, comment va votre entreprise et tout ça, petit à petit, on commence à pressentir que cette très grosse entreprise peut sans difficulté, puis là où ça fait mal, de pas grand-chose, peut faire écrouler... Alors, c'est bien d'en avoir conscience. Oui, non, mais c'est bien, mais c'est aussi un peu la raison qui fait qu'on est là, parce que votre expérience et votre connaissance permet de donner cette information. Parce que l'avenir, c'est notre jeunesse. Et c'est vrai que nous, moi-même, j'ai démarré en tant qu'entrepreneur, et si on n'a pas toutes les informations, on fait toutes les erreurs du monde. Donc si on peut effectivement les accompagner, on gagne des années, du temps, et puis c'est important. Donc justement, revenons sur l'histoire du Fab Lab et du tiers-lieu, parce que c'est vrai que cela existe déjà. Alors, on peut en parler, l'origine des Fab Labs, et il faut savoir que la France est quand même bien positionnée, elle fait partie des pays où on sent qu'il y a une forme, non pas de révolution, mais de mettre en avant justement, ça aussi je vais parler de l'open source, mais vous allez me donner la définition, comment vous appelez-vous l'open source, mais une envie de partager en tout cas. Alors,
Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs questions. Oui, mais en même temps, c'est vrai, quand je vous écoute, ça me donne envie de dire plein de questions. Alors, commençons sur le Fab Lab. Alors, les Fab Labs, il y a plein de choses dans les Fab Labs. Il y a autant de Fab Labs, de culture du Fab Lab qu'il y a de Fab Lab. On ne peut pas revendiquer Nous avons notre idée du Fab Lab, mais elle n'est pas forcément partagée avec tous. Bien sûr. Finalement, la pluralité est très bénéfique. Bien sûr, bien sûr. L'autre chose, c'est que le Fab Lab, c'est un lieu pour innover, inventer, créer, réfléchir autrement, partager. Bien sûr. L'espace Maison Milon a pour vocation de participer à ça. Alors du coup, il y a une partie Fab Lab que vous voyez derrière. Oui, c'est vrai, on peut une partie Fab Lab en dessous et une partie Pro Lab avec des machines un peu plus grosses. Au-dessus, il y a un campus connecté qui ouvre en septembre pour accueillir des étudiants qui veulent continuer leurs études. Parce qu'en zone rurale, c'est quand même beaucoup plus difficile l'accès aux études supérieures qu'en zone urbaine. Il y a une partie sur de la formation pro, parce que là aussi c'est important que dans une zone rurale on puisse faire de la formation pro. Bien sûr. En dessous il y a un auditorium, un grand auditorium, et finalement ah oui, j'ai oublié, il y a aussi un espace de coworking. Oui, c'est important, qui va ouvrir un espace de coworking à Grillon, c'est pas rien. On voit que c'est un millefeuille, c'est tout un tas de lieux qui marchent ensemble, qui sont mis les uns à côté des autres, et c'est aussi un lieu qui a pour vocation de recevoir des associations, d'autres associations, de recevoir des événements, de sensibiliser par exemple sur ce que c'est que la transformation digitale pour des entreprises avec des séminaires, mais finalement c'est l'idée du creuset. Le creuset, dans l'alchimie, c'est l'endroit où on mélange les métaux et derrière on en voit ce qui en sort, et de là on trouve de nouveaux alliages, et il y a une part philosophique de ça qui est non négligeable. Mais c'est vrai, parce que vous pouvez donner la définition donc exactement de Fab Lab, donc on a l'impression ici quand on entre, effectivement on a plusieurs laboratoires avec avec ses diversités, donc parce qu'on peut donner la définition du Fab Lab, donc bien sûr, sans doute, c'est laboratoire et fabrication. C'est laboratoire, voilà. Laboratory Fabrication. Je pense quelque chose comme ça, ça a été inventé par un prof du MIT qui s'est rendu compte que ses étudiants avaient envie de faire leur projet, mais ils avaient besoin des machines de son labo où il donnait cours. Du coup, il a ouvert le labo le soir pour que les étudiants puissent bricoler leur projet. C'est beau, ouais. Et puis au début, il y avait que ses étudiants. Après, il y avait les étudiants de toute l'université. Puis après, il y a eu même des personnes extérieures à l'université. Et là, il s'est dit qu'il fallait formaliser le concept du Fab Lab. Et du coup, de là est née la charte des Fab Labs. C'est super. En fait, finalement, alors là, on était en quelle époque? On était dans les années 2005. Oui, à peu près. Voilà, il faudrait valider. Est-ce que vous estimez que justement, on sent qu'il y a un réel désir, puisque nous, on est ce jeune média, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, en fait, à avoir cette nouvelle communauté de partage qui veut faire partager justement ce savoir? Bien sûr, face à nos concurrents, face à ce qu'on a entendu notamment sur les datas qu'on ne maîtrise plus, est-ce que ça va aller au-delà de ça? Alors pour moi, on ne peut pas parler que ce soit une nouvelle communauté, parce que d'une certaine manière... Oui, c'est intéressant. Depuis tout le temps. Il y a des corps de métier qui se sont organisés en corporation pour essayer d'avancer, pour formaliser leur méthode de travail, pour les comparer et tout ça. Donc en soi, le Fab Lab permet, et les lieux, les tiers-lieux de ce type-là, permettent de faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude. Ah oui, tout à fait. Et de là, toutes les personnes qui ont envie d'inventer, d'innover, même de participer à quelque chose de grand qui les dépasse, se retrouvent et échangent et essayent d'avancer tous ensemble.
Ce qui est d'ailleurs très, très marrant, c'est qu'à la Maison Milon, c'est que tous corps de métier sont représentés. On peut les citer, allez-y, ouais. On a un notaire, on a plusieurs personnes qui ont travaillé dans différentes industries, à des très hauts niveaux, dans les polymères, dans le nucléaire, dans tout ce qui est machine à commande numérique, dans l'aéronautique, dans la chimie. Moi, je suis dans le domaine ferroviaire. On a des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation nationale, parce qu'on a 2 profs du collège, on a un prof de fac, on a des gens aussi qui sont des agriculteurs, on a un ancien gendarme, on a... Enfin, c'est assez fou d'ailleurs. Et oui, ici, c'est beau, c'est très beau. Ouais. C'est un morceau de société. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, on a l'impression d'être... Donc voilà, c'est ça, c'est une forme de nouvelle cité qui réunit en fait tous les métiers. Mais quand on connaît l'histoire de ce que vous avez dit avec Ferguson, l'architecte, qui a permis aussi de réunir les différentes classes sociales d'une certaine manière. C'est marrant. Hein, donc finalement, c'est... Ça sent un peu la continuité. Oui, ça sent... En fait, on a l'impression que oui, on peut le dire clairement, oui, c'est-à-dire que on n'a pas forcément tout inventé, mais c'est une autre manière de réinventer. Mais il faut le dire quand même, parce que là, on a bien intégré un campus connecté qui donne la manière de pouvoir reprendre aussi ses études. Ouais. C'est aussi important, ça, parce qu'à l'époque, c'était toujours compliqué d'avoir une formation avec un coût, alors que dans ce tiers-lieu, vous donnez cette accessibilité, voire quasiment gratuite. Et en fait, il suffit de s'inscrire à un cours par correspondance. Voilà. Vous pouvez venir. C'est extrêmement intéressant que vous souligniez ça, parce qu'on a des dames qui sont venues nous voir parce que justement elles ont eu un enfant ou deux, les études se sont arrêtées au moment où le premier ou le deuxième sont arrivés, et puis maintenant qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils vont au collège, elles se disent que les études c'était bien et qu'elles finiraient bien leur cursus. Et on a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là qui sont venues bravo, nous voir. C'est super.